La clinique Boris est l'une des plus réputées de la ville. En début d'après-midi, un patient se présente. Il a une quarantaine d'années et semble être en détresse respiratoire. Un patient avec une insuffisance coronarienne est arrivé. Cela signifie que l'activité de son cœur souffrait de dysfonctionnement. Il pouvait décéder à n'importe quel moment. Ce patient avait besoin d'une hospitalisation immédiate. En plus de 30 ans d'exercice, le docteur Yelena Botiaï n'a jamais connu une telle panique. Tout le système informatique de la clinique est hors service. Les plannings des médecins et les dossiers des patients se sont volatilisés. Il était très important de vérifier si ce patient avait déjà eu des problèmes cardiaques auparavant, parce qu'il était assez jeune et qu'on devait éviter des erreurs. Il nous fallait savoir quels médicaments il prenait et quels examens il avait déjà faits. Là, il nous dit « Vous avez toutes ces informations dans votre base de données », sauf que nous n'avions plus cette base. La clinique ne peut pas l'opérer sur place. Le patient sera finalement envoyé dans un centre spécialisé. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette cyberattaque ne pensaient pas du tout aux conséquences sur les vies humaines. Cela leur était égal. Au-delà des tragédies individuelles, le blocage généralisé du pays par le virus pourrait déstabiliser le pouvoir en place. Place Maïdan, la Poste doit fermer ses portes. C'est une institution centrale du pays. Elle n'assure pas seulement la gestion du courrier, elle distribue aussi les pensions de plus de 11 millions de retraités ukrainiens. Comme beaucoup de retraités habitent dans des endroits reculés où les banques n'ont pas accès, nos facteurs prennent l'argent en liquide dans leur sac et le distribuent dans les villages, jusque dans les maisons. L'équivalent de 4 milliards d'euros en espèces. Mais nous avons besoin de données pour nous dire quelle somme d'argent distribuer à qui. Nous avons rapidement compris que ça pouvait déboucher sur une vague de mouvements sociaux. Les gens penseraient que cette cyberattaque est une fiction, provoquée par l'État dans le but de les tromper. Je pense que ceux qui ont planifié l'attaque comptaient sur ça, semer des troubles sociaux, des chocs dans tout le pays. Pour éviter une montée de panique, Alexander Persowski donne l'ordre à ses équipes de rouvrir les portes. Même sans système informatique, il faut continuer à accueillir les clients. Et pour rassurer les Ukrainiens, il se prête à une conférence de presse diffusée en direct sur les chaînes du pays. Par prévention, nous avons arrêté le système pour éviter la propagation du virus. Une partie de nos services reste accessible. Nous pouvons toujours recevoir les clients et distribuer les colis. En revanche, on ne peut faire aucune transaction financière. Les salariés sont mobilisés pour recréer les bases de données des retraités effacés. Ils y parviendront au bout de 2 semaines à l'aide des archives papier. 2 jours avant la date de la distribution des retraites. Nous avons investi des millions et des millions pour automatiser l'entreprise. À mon arrivée, seuls 2000 de nos 11 000 bureaux de poste étaient connectés au réseau Internet. Nous avons doublé ce nombre. L'ironie du sort, c'est que nous nous sommes battus pour que la société soit davantage dépendante de l'infrastructure informatique. Mais à cause de ça, elle est devenue plus vulnérable.
À la mi-journée, 30% des systèmes informatiques du pays sont cryptés. Mais le virus ne s'arrête pas aux frontières du pays. Il se propage à près de 2000 entreprises partout dans le monde. Parmi elles, de grosses multinationales. Les experts le baptisent se passionne pour le virus NotPetya. Très vite, un nom revient en boucle dans leurs échanges. MEDOC. MEDOC est un logiciel de comptabilité ukrainien utilisé par des entreprises et des institutions locales pour déclarer leurs impôts. C'est lui qui aurait permis aux attaquants de répandre leur virus destructeur. L'épicentre de la pandémie mondiale se situerait au siège d'une petite entreprise de la banlieue de Kiev. La société Linkos a développé ce logiciel MEDOC et le commercialise. Moins de 2 heures après le début de la cyberattaque,
Olesya Linik, la patronne, se retrouve au cœur de la tourmente. Très rapidement, tous les médias commencent à diffuser cette information et à faire leur une avec ce titre. La mise à jour du logiciel MEDOC propage le virus NotPetya en Ukraine. Dans la foulée, Olesya Linik contacte elle-même la cyberpolice ukrainienne. Elle se met à sa disposition. Sergueï Demediouk est à la tête de cette unité spécialisée qui compte plus de 400 hommes répartis sur le territoire. J'ai envoyé un groupe de spécialistes sur place afin de localiser le logiciel malveillant, pour qu'on puisse évaluer la situation et dire s'il s'agit d'un crime ou d'une erreur technique involontaire. La cyberpolice rendra ses conclusions le lendemain de l'attaque. Le virus NotPetya se loge effectivement dans le logiciel MEDOC. En moins de 24 heures, le pays a déjà perdu un demi-point de PIB. Mettez-vous à ma place. Je ne suis pas un soldat, je suis une civile. Donc, devenir l'épicentre de la guerre, de cette cyberguerre, j'ai du mal à l'avaler, comme tout ce conflit d'ailleurs. Et aujourd'hui, est-on sûr que la patronne de cette entreprise ukrainienne ignorait vraiment que son logiciel était au cœur du scandale de cette cyberattaque? Oui, car les assaillants vont se servir de son logiciel à son insu pour propager leur virus. En somme, une sorte de cheval de Troie. L'avantage pour eux, c'est que ce logiciel, il est utilisé par quasiment toutes les entreprises et les institutions ukrainiennes pour déclarer leurs impôts. Et donc les hackers vont envoyer une fausse demande de mise à jour du logiciel à tous ces utilisateurs. Et les utilisateurs, quand ils cliquent dessus, ils se font inoculer le virus. Quel lien, concrètement, entre cette petite entreprise ukrainienne de comptabilité et la multinationale française Saint-Gobain? Saint-Gobain avait une filiale ukrainienne qui utilisait ce logiciel. Entre-temps, Saint-Gobain avait vendu l'entreprise, mais il en restait l'administrateur réseau pour encore 3 mois. Autrement dit, à 3 mois près, Saint-Gobain aurait pu éviter cette massive attaque informatique. Voici le journal. Bonjour à tous. À la une ce matin, comme une traînée de poudre. Une cyberattaque à l'échelle mondiale, planétaire. Cyberattaque spectaculaire. La bombe informatique a touché la France. Des entreprises françaises. Parmi les victimes dans l'Hexagone, Auchan, chez les biscuits Lu ou Oreo, les chocolats Côte d'Or, Saint-Gobain, Milka, Saint-Gobain ou encore de la Maïf. les préservatifs Durex, Saint-Gobain, laboratoire pharmaceutique. Steradan, Desktop, Visé Arctic, par de etc. l'industriel Saint-Gobain, Saint-Gobain. chez le géant du bâtiment français Saint-Gobain. Pendant 6 jours, aucune information ne filtre du siège. Le 3 juillet, la multinationale publie un communiqué de presse. De nets progrès ont été réalisés pour la remise en service de tous nos systèmes, avec un retour complet à la normale attendu en début de semaine prochaine. Dans les faits, le groupe est durement touché. Les hommes de l'ANSSI sur place constatent que plus de 80% des 40 000 machines en France sont paralysées. Ils perdent plusieurs millions d'euros par jour et pour eux c'est quelque chose qui est impensable dans la durée. Donc l'ambiance était un peu tendue, les équipes informatiques couraient un peu partout et étaient à la recherche de solutions. Une trentaine de cyberpompiers se relaient nuit et jour dans un entresol spécialement aménagé dans la tour de la Défense. Des lits d'appoint sont même installés pour qu'ils dorment sur place. Cette attaque chez Saint-Gobain tombait particulièrement à un mauvais moment puisqu'ils étaient soumis à une publication des comptes obligatoire et le fait de ne pas publier ces comptes financiers peut entraîner des pénalités. Donc effectivement, ils sont très demandeurs et mettent beaucoup de pression pour qu'on redémarre vite. Il faudra 3 semaines au groupe français pour reconstruire un réseau sain et revenir à la normale. Dans cette cyberattaque, Saint-Gobain a perdu au moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Cette affaire est symptomatique car elle montre les conséquences dramatiques pour les grands groupes que peuvent avoir ces cyberattaques et des conséquences financières notamment. Oui, et en interne, chez Saint-Gobain, c'est vraiment vécu comme un échec. Nous les avons sollicités à plusieurs reprises et ils n'ont jamais souhaité participer à ce documentaire. Même à l'époque, ils ont verrouillé leur communication. Il n'existe aucune image officielle de leur magasin, La Paire ou Point P, à l'arrêt suite à l'attaque du virus. Et les seules images, celles qu'on a utilisées dans le documentaire, nous ont été données par une source non autorisée. Mais alors pourquoi un tel silence? Alors déjà parce que ça fait partie de l'ADN du groupe, Saint-Gobain communique peu. Et puis il y a aussi, semble-t-il, un problème de sécurité informatique dans ce groupe. Oui, puisque dans les années 2000, la direction du groupe a souhaité que toutes les filiales puissent échanger et partager. Elle a donc fait un réseau informatique ouvert, très à plat, comme ils appellent dans leur jargon, ce qui fait que quand le virus se propage à un endroit dans le réseau, il peut très vite se propager à l'ensemble du groupe. Donc il y a eu des failles. Exactement, il y aurait aussi eu un problème au niveau de la gestion des identifiants et des mots de passe. L'administrateur réseau aurait choisi un même identifiant et un même mot de passe pour accéder à plusieurs ordinateurs. Donc on connaît le virus, on sait comment il s'est propagé, reste une inconnue. Qui l'a inoculé? À Paris, Félix Aimé, le profiler de hackers, vient de quitter son poste à l'Annecy. Lorsque l'attaque survient, c'est son deuxième jour de travail pour l'une des principales sociétés privées d'antivirus. Un collègue lui envoie par mail le fichier contenant NotPetya. Mais il n'a pas encore ses outils informatiques pour traquer les pirates. Je reçois le fichier et je viens l'ouvrir sur un traitement de texte parce que j'ai que ce logiciel à disposition. Et ce que je cherchais à savoir, c'était s'il y avait des chaînes de caractères reconnaissables. Des indices qui me font tilter sur un groupe d'attaquants ou un autre. Je m'aperçois qu'on a une suite d'extensions de fichiers qui est vraiment significative. Je copie-colle ces blocs de caractères sur Google et là, je tombe sur un code malveillant associé au mode opératoire Black Energy. Black Energy, c'est un mode opératoire russophone qui est spécialisé dans le cybersabotage. Depuis 2014 et le début du conflit en Crimée, le groupe de hackers Black Energy a mené plusieurs campagnes de cyberattaques ciblées en Ukraine. Ils sont notamment à l'origine d'une attaque sans précédent contre des centrales électriques en décembre 2015. 70 000 foyers ukrainiens plongés dans le noir. Aujourd'hui, on ne sait pas si Black Energy est associé à l'État russe directement, si c'est un service ou si c'est un bureau d'un des services de renseignement russes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il suit des intérêts géopolitiques russes. On sait aussi que l'Ukraine, pour ce mode opératoire, est un peu un laboratoire à ciel ouvert. Ils organisent des attaques, ils voient un peu les répercussions que peuvent avoir ces attaques, et on retrouve des attaques similaires sur d'autres conflits. Ça peut être en Syrie, ça peut être au Yémen. Le profiler se retient de lier directement les hackers russes de Black Energy au Kremlin. Les autorités ukrainiennes, elles, vont prendre moins de précautions. À Kiev, dans les bureaux de la SBU, les services secrets ukrainiens, l'enquête pour remonter jusqu'à l'attaquant vient à peine de commencer. Nikolai Kuleshov, le chef du département cyber, n'a encore aucune preuve tangible, mais une certitude après des années de guerre contre la Russie. Pour organiser une attaque pareille, aussi massive, il faut avoir beaucoup de ressources. Un petit groupe de hackers indépendants ne dépenserait pas une telle somme d'argent sans aucun retour sur investissement.
Ce ne peut être que des services secrets. Pour nous, c'est important de dire à la communauté internationale la vérité sur cette cyberattaque. De dire qu'il s'agit d'une agression russe. Dans notre pays, les forces de l'ordre n'ont pas pour habitude de dire qui est derrière une attaque tant que la justice ne s'est pas prononcée. Mais dans cette situation de guerre hybride, lorsque nos ennemis sont sans foi ni loi, nous devons nous mettre à leur niveau. Et donc, passer outre certaines règles pour donner aux citoyens les faits et leur dire comment ça se passe. Les autorités ukrainiennes ne veulent pas rester passives face à l'agression. Elles organisent une réaction qui se veut spectaculaire. Un commando d'intervention de la police ukrainienne débarque dans l'entreprise d'Olesya Linik. Je suis dans mon bureau et j'entends qu'il y a une agitation dans le couloir. Je sors et je les entends monter les escaliers 4 à 4. Puis j'entends des cris. Tout le monde s'éloigne des ordinateurs. Alignez-vous devant le mur. Nous sortons tous et nous nous mettons en rang. Ils me demandent où se trouvent les serveurs. Je leur réponds, il y en a à chaque étage. Ces images filmées par la police elle-même seront largement distribuées aux médias dès le lendemain. C'était un cauchemar. Vous savez, pour de simples employés de bureau, se retrouver face à des hommes avec des mitraillettes braquées sur vous, évidemment, c'était un choc colossal pour tout le monde. Certes, c'était très désagréable et inconfortable pour les dirigeants de cette société, car nous avons violé leurs droits et leurs libertés, mais d'un autre côté, nous avons fait du bon travail. Nous espérions ainsi que les criminels qui nous voient agir réaliseraient que tôt ou tard, avec une force aussi puissante, nous serions en mesure de venir les arrêter aussi. Est-ce que cette démonstration de force à l'endroit de la Russie va fonctionner ? Vous vous doutez bien que non, mais les Ukrainiens n'ont pas vraiment d'autres moyens que ça. Nous sommes entrés dans les bureaux des services secrets ukrainiens, le SBU, et nous y avons trouvé peu de moyens, quelques jeunes hommes devant des ordinateurs. Et puis surtout, chose très étrange, nous avons pu mettre notre clé USB pour récupérer un document dans leur ordinateur sans même qu'ils la vérifient avant. Sans aucun contrôle, c'est-à-dire que si vous aviez voulu les infecter, leur transmettre un virus, les attaquer, c'était possible. Oui. Pas très sérieux, ça. Le plus ironique dans toute cette affaire, c'est que les Ukrainiens ne devraient pas seulement s'en prendre aux Russes, mais aussi aux Américains. Parce qu'à l'origine de toute cette histoire, il y a la NSA, la célèbre agence de renseignement américaine. C'est elle qui a découvert une faille dans le logiciel Microsoft. Mais au lieu d'avertir l'industriel pour qu'il corrige cette faille, la NSA l'a conservée pour elle en espérant l'utiliser plus tard dans de futures attaques. Et pourquoi cette faille s'est retrouvée entre les mains des hackers russes de Black Energy ? Mais parce que c'est l'arroseur arrosé, la NSA s'est fait dérober tout un arsenal de failles par des pirates informatiques, dont celle qui est à l'origine du virus NotPetya. Et ces failles informatiques se sont retrouvées sur Internet en vente et donc tout hacker malveillant pouvait les utiliser. C'est un monde sans règles où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis avec un gros avantage. Il n'est pas nécessaire d'entretenir et de financer une armée d'espions pour mener une attaque, il suffit d'un virus. Et vous allez voir comment l'armée française elle-même va être victime d'une de ces opérations d'espionnage. À l'automne 2017, une information confidentielle remonte jusqu'à la ministre des Armées, Florence Parly, sous la forme d'une note rouge. Des boîtes mail de militaires français ont été piratées. La cyberattaque est en cours, elle est très sophistiquée et pourrait donc être l'œuvre d'un État. C'est le général Olivier Bonnet de Pailleret qui a fait rédiger le document.
Sur à peu près 800 incidents que l'on a par an, moins d'une dizaine est de nature étatique. Est-ce que cette attaque a permis à l'attaquant d'être en profondeur dans les réseaux les plus cachés du ministère? Donc c'est ça ma première angoisse. L'information est prise très au sérieux au sommet de l'État. La ministre demande à être tenue au courant de l'évolution de l'attaque. Le lendemain, au nouveau siège sécurisé des armées françaises, dans le très secret CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, le général réunit plus d'une dizaine d'officiers. Ensemble, ils doivent déterminer la stratégie à adopter vis-à-vis de l'attaquant. Le lieutenant-colonel Lionel prend la tête de cette cellule de crise dédiée. C'est lui qui présente les options au général. On a deux possibilités, c'est soit de manière très radicale couper ce service, fermer toutes les boîtes ou arrêter les différents serveurs. C'est assez radical, mais au moins on sait qu'on arrête dans la foulée la fuite de données. On a une deuxième possibilité, c'est de laisser continuer l'attaquant, continuer son évolution, de manière à mieux le surveiller, à comprendre exactement son mode d'action et également son objectif. L'option 2 permettrait d'en apprendre beaucoup sur l'ennemi. Mais elle peut aussi se révéler risquée si l'attaquant prépare une offensive majeure. Je prends la décision à un moment de dire, écoutez, non, je crois qu'on peut en savoir plus sur qui nous attaque, comment il nous attaque, pourquoi il nous attaque. Donc on va laisser l'attaque continuer à perdurer. Pas question d'avertir tous les services de l'armée qu'une attaque est en cours. Ce serait contre-productif. La cellule de crise établit la liste restreinte de ceux qui sont mis au courant. Et pour travailler en toute discrétion, les militaires mettent au point un scénario, ce qu'ils appellent une légende. Au moment où on a besoin de construire cette légende, on va profiter de l'actualité. On vient de traverser 2 vagues d'attaques informatiques internationales. On s'entend une 3e. Sur le dark web, on parle de
l'objectif de nos bateaux puisse être dans les mains d'un tiers. Le tiers pourrait être un État qui agit à l'encontre des intérêts français. Mais alors, qui est ce fameux tiers qui est évoqué et qui attaque les intérêts français? Ce serait encore un coup des Russes. Il s'agit d'un mode opératoire baptisé Turla, celui d'un groupe de hackers qui est déjà connu pour avoir attaqué d'autres institutions, notamment un État européen. Sans mètres de sécurité, l'attaquant va profiter de ces serveurs pour mener des attaques et faire des rebonds, différents rebonds dans différents pays pour venir ensuite récupérer les mails. La liste de ces serveurs vient s'ajouter à la base de données sur Turla. Avec cette opération de contre-espionnage, l'armée française espère se prémunir à l'avenir d'attaques similaires perpétrées par ce groupe de hackers. J'estime qu'on est allé jusqu'au bout de notre enquête et qu'il est temps, maintenant qu'on a cette connaissance générale, d'arrêter cette attaque. Fin mai 2018, 7 mois après le lancement de l'opération de contre-espionnage Turla, le commandement de la cyberdéfense décide d'arrêter de jouer avec le feu. L'attaquant est chassé des boîtes mail de manière radicale. Tous les identifiants et mots de passe seront changés. Pour la première fois, la ministre des Armées, Florence Parly, choisit de rendre l'attaque publique. Elle se garde bien de citer directement la Russie, mais désigne nommément le groupe Turla. Pour Le Monde Cyber, l'accusation est explicite. Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. Mais que ceux qui sont tentés de s'attaquer à nos forces armées le sachent, nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser.
Bonsoir Florence Parly, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'après ce film, on est sidéré de l'ampleur des attaques dont la France est la cible, avec, dans 90% des cas, un ennemi qui est tout de même identifié, c'est la Russie. Pourquoi ne pas le nommer directement? D'abord, c'est pas facile d'attribuer. C'est une des difficultés de cette guerre, si je puis dire, dans le monde cyber. C'est qu'il faut précisément remonter le fil conducteur des attaques. Et votre film, je crois, a montré comment parfois il faut aussi savoir se mettre en position d'observateur pour comprendre la manière dont l'attaquant opère et, si possible, rattacher cela à des modes opératoires qui ont déjà été observés ailleurs et qui permettent cette attribution. Donc l'attribution n'est pas chose simple. Donc c'est pas toujours la Russie. Mais quand vous il vaut mieux ne pas se tromper. Mais parce que accuser quelqu'un à tort dans ces matières-là, surtout s'il s'agit d'État, peut avoir des conséquences importantes. Mais tout de même, quand vous nommez le réseau Turla, on sait que c'est la Russie qui se cache derrière. C'est un mode opératoire, Turla, que certains attribuent à la Russie. Mais la France n'a jamais attribué officiellement cette attaque. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on nomme pas directement l'ennemi? Je vous pose la question parce que dans le cas d'une guerre classique, et vous avez vous-même déclaré que la cyberguerre, c'est une guerre à part entière, dans une guerre classique, on nomme l'ennemi, on réplique par la diplomatie, par des attaques ciblées. Donc si la Russie est notre ennemi, pourquoi continuer à taper dans le dos de Vladimir Poutine comme si c'était un ami? C'est une guerre, mais ça n'est pas une guerre classique, justement. Une guerre, au sens classique du terme, c'est une guerre qui s'entend sur des théâtres ou dans des milieux qui sont bien connus. Une guerre terrestre, une guerre dans la sphère aérienne, une guerre marine ou sous-marine. Ce que nous découvrons et ce que nous expérimentons avec la cyberdéfense, c'est qu'il y a de nouveaux milieux. Le cyber en est un. Et cette guerre-là, ou ces attaques, ont comme caractéristique qu'elles sont très peu visibles et que le mode opératoire change sans cesse. Est-ce que nous, on réplique quand on est attaqué comme ça? Nous ne nous interdisons pas d'agir. Autrement de quelle dit, manière? Sur les théâtres d'opérations extérieures où nous sommes présents, nous considérons que le cyber, c'est une arme, au même titre que les autres armes, au même titre que les véhicules blindés, au même titre que les avions. C'est une arme qui soit peut être utilisée pour amplifier les effets des armes conventionnelles, soit peut être utilisée en tant que telle pour neutraliser, brouiller, mais ça, en tout c'est cas, sur les théâtres d'opération, Madame la Ministre, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, au Mali. Mais quand on est attaqué, par exemple, sur les services, sur les serveurs de la défense, comme ça a été le cas avec Turla. Alors, dans le cas Turla, est-ce qu'on réplique et de quelle manière? Mais je vous pose la question, et je fais peut-être une analogie avec la guerre classique. Quand on est bombardé, on bombarde l'ennemi et on réplique. Mais enfin, nous ne sommes pas en guerre sur notre territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nos services sont attaqués de façon massive, TV5 encore une fois, les services de la défense, est-ce qu'on réplique? Est-ce que nous aussi on lance des offensives numériques? Nous nous protégeons. Ce que l'on doit faire, c'est d'abord se protéger. Là, vous me parlez de services publics. Ces services publics ne sont pas en guerre. Hein. Les services publics doivent d'abord protéger les données, s'agissant d'un hôpital, les données d'un patient et s'assurer que l'ensemble des systèmes qui permettent de faire fonctionner un hôpital restent intègres. Donc il s'agit de protéger. Ensuite, il faut parvenir à identifier. Et j'ai indiqué combien le processus d'identification était un processus complexe. Et lorsque on identifie, on peut en effet faire savoir à celui que l'on a identifié, que l'on sait qui il est. Ensuite, l'histoire ne regarde pas nécessairement, la suite de l'histoire ne regarde pas nécessairement le grand public. C'est du secret défense? C'est confidentiel. C'est confidentiel, mais ça existe. Mais ça existe. On lance des attaques de temps en temps pour répliquer quand on est attaqué. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit qu'on peut faire savoir à celui dont on pense qu'il est l'auteur que l'on a compris qui il était et ce qu'il avait fait. On révèle dans notre film que ce sont les Allemands qui nous ont alertés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des failles dans les services français? Ça veut dire qu'il faut une coopération. Et je parlais tout à l'heure de l'Union européenne, de l'OTAN. C'est la coopération. La clé, c'est la coopération, parce qu'il n'y a pas de frontière. De la même manière qu'il n'y a aucune frontière entre les attaques civiles ou les attaques qui concernent le monde militaire, il n'y a pas non plus de frontière entre les différents pays européens. Sur la société civile,
quels peuvent être les plus grands dangers de ces attaques? Et vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous redoutez? Vous avez cité un danger majeur, c'est celui de porter atteinte à nos libertés et à la démocratie. Et de déstabiliser nos pays. En faussant, si je puis dire, la perception et la compréhension que peuvent avoir nos concitoyens de ce qui se passe dans leur environnement. C'est pour moi sans doute l'un des sujets majeurs. C'est-à-dire qu'au fond, le développement extraordinaire d'Internet, qui a été un moyen formidable pour échanger, propager des idées, diffuser du savoir, peut, lorsque cet outil est mis entre les mains de personnes malveillantes, peut se retourner au fond contre nos démocraties qui se nourrissent au fond de ces libertés. La démocratie et la liberté, c'est la même chose. La démocratie sans la liberté, c'est pas la démocratie. Merci Florence Parly. Merci. Merci.